Bienvenue chers visiteurs. Cette fois, nous allons vous parler de ce qui est peut-être l'avion français le plus célèbre de l'époque des pionniers, le Blériot 11. Entré à jamais dans la légende pour avoir été utilisé par Louis Blériot lors de la première traversée de la Manche en avion en 1909, l'un des exploits les plus marquants des débuts de l'aviation. C'est en 1900 que le jeune Louis Blériot se lance dans l'aventure de ce que l'on appelle alors les plus lourds que l'air, après avoir découvert l'éole de Clément Ader à l'exposition universelle de 1900. À la toute fin du 19e siècle, Blériot avait conçu le premier phare automobile pratique au monde, et en 1897, alors âgé de 25 ans, il avait créé sa propre entreprise, les établissements L. Blériot, pour commercialiser son invention. À cette époque où l'industrie automobile est en pleine expansion, son entreprise rencontre un énorme succès, fournissant ses lampes à des sociétés comme Renault et Panhard, deux des plus grands constructeurs automobiles au monde. Blériot utilise alors l'argent généré par sa société pour développer de nombreux avions expérimentaux. Il commence ses expériences avec des ornithoptères, dont le premier, en 1901, simplement nommé Blériot 1, est un oiseau mécanique à aile battante de 1,50 m d'envergure, pesant 10 kg et mu par un moteur de 2 chevaux de son invention. Mais ses premières tentatives sont des échecs. En avril 1905, il rencontre Gabriel Voisin et il réalise un planeur tracté par un canot sur la Seine, mais l'appareil se retourne au décollage. La coopération entre les deux pionniers prend fin en 1906 après plusieurs autres échecs. Mais Blériot persiste. Le 21 mars 1907, il pilote lui-même le Blériot 5, son premier monoplan qui monte très brièvement à 6 mètres. C'est la première fois qu'un de ces appareils décolle. En septembre 1907, le Blériot 6 parcourt 200 mètres et atteint une hauteur de 25 mètres. En octobre 1908, il vole 14 km avec le Blériot 8. Ce dernier est révolutionnaire pour son époque. C'est le premier avion à utiliser la combinaison d'un manche pour contrôler les ailerons et d'un gouvernail de direction actionné par des pédales, un système qui allait rapidement devenir standard sur tous les avions. Mais il enchaîne ensuite les déconvenus, avec le Blériot 9 qui se révèle trop lourd et ne décollera jamais, et le Blériot 10 qui restera inachevé. En août 1908, il assiste aux démonstrations des frères Wright au Mans. Ceux-ci démontrent une avancée certaine. Le 31 décembre 1908, Wilbur effectue un vol de 124 km. Mais Blériot n'a pas dit son dernier mot. Il travaille au même moment sur son nouvel appareil qui entrera dans la légende, le Blériot 11. Le Blériot 11, conçu en grande partie par Raymond Saulnier, est une évolution du Blériot 8. C'est un monoplan à aile médiane mesurant 7,62 m de long, 2,69 m de haut, avec une envergure de 7,79 m, le tout pour un poids de seulement 230 kg à vide. Le fuselage, en treillis de bois de frêne renforcé de raidisseurs en fil d'acier, n'est que partiellement recouvert de tissu au niveau du poste de pilotage, dans le but de protéger le pilote. Le Blériot 8, ayant été le premier avion au monde à utiliser un manche pour contrôler les ailerons et un gouvernail de direction actionné par des pédales, le 11 reprend naturellement la même configuration. Comme tous les avions de l'époque, il possède des ailes minces faites de toiles tendues sur des nervures reliant les deux longerons principaux. Mais le 11 a la particularité d'utiliser le gauchissement des ailes pour le contrôle latéral. Le pilote utilise un système de câbles et de leviers pour tordre légèrement les ailes, ce qui modifie l'angle de chaque aile. L'une ayant alors une portance plus élevée que l'autre, l'avion s'incline d'un côté. Ce système, conçu par les frères Wright en 1903, était peu utilisé à l'époque. D'ailleurs, c'était une première sur un Blériot. Son utilisation valut à Blériot, ainsi qu'à quelques autres constructeurs aéronautiques européens, de se retrouver devant la justice en 1910, les frères Wright les attaquant pour violation de brevet. La plainte fut finalement rejetée 5 ans plus tard par les tribunaux. Avec sa structure souple et des ailes déformables pour les virages, le Blériot 11 ne peut voler que par temps calme.
De plus, le gauchissement alourdit le contrôle en roulis et l'absence de dérive fixe le rend peu stable. Le train d'atterrissage, dont les roues sont inspirées des vélos, est fixe comme sur tous les avions de l'époque. Il est également identique à celui du 8, avec des roues montées sur des bras oscillants qui glissent sur des tubes en acier grâce à des tendeurs en caoutchouc, absorbant ainsi en partie les chocs dus à l'atterrissage. Vu la réputation de casseur de bois de Blériot, ça a son intérêt. À l'origine, il est propulsé par un moteur REP 7 cylindres de 35 chevaux entraînant une hélice à 4 pales. Mais dès les premiers vols, le 23 janvier 1909, ce moteur se montre très peu fiable. Il est remplacé fin mai 1909 par un moteur Anzani 3 cylindres de 25 chevaux, lui donnant une vitesse maximale d'environ 75 km/h. L'hélice est également remplacée par une hélice bipale en noyer lamelé, plus simple et moins gourmande en carburant. Il est considéré comme la première hélice européenne à rivaliser avec celle des frères Wright. Après presque une décennie de recherche et de nombreux avions expérimentaux fabriqués, Louis Blériot est dans une situation financière difficile. Ses expérimentations coûtent très cher, surtout quand il a la réputation de casser du bois. Pour tout dire, il s'est écrasé avec tous les avions qu'il a pilotés. Le Blériot 5 s'écrase en avril 1907 suite à une fausse manœuvre. Le 6 en septembre, brisant l'aile et le fuselage. Le 7 est accidenté à l'atterrissage en décembre. Le 8 est détruit lors d'un accident de roulage en novembre 1908. Et enfin, le 12 sera détruit à la suite d'une perte de contrôle le 30 août 1909. La situation est telle que Blériot considère que le Blériot 11 sera son dernier avant la ruine. Pour tenter de s'en sortir, il participe à des meetings et compétitions pour remporter des prix. Justement, en 1909, le Daily Mail propose une récompense de 1000 livres, presque 171 000 € de 2024, à quiconque traversera la Manche à bord d'un plus lourd que l'air avant la fin de l'année. Le journal avait déjà proposé 500 livres l'année précédente, mais aucune véritable tentative n'avait eu lieu. Bien que la somme soit bien faible comparée au risque, cette fois, 3 concurrents sérieux sont en lice. Hubert Latham sur monoplan Antoinette IV, Charles de Lambert sur biplan Wright, et bien sûr, Louis Blériot avec son Blériot 11. Latham est alors le grand favori. C'est d'ailleurs lui qui réalise la première tentative le 19 juillet. Malheureusement pour lui, à 15 km des côtes anglaises, son moteur tombe en panne, et il effectue, bien malgré lui, le premier amérissage en mer de l'histoire. Il s'en sort indemne et est rapidement secouru par le destroyer qui l'escortait. Son appareil, lui, est irrécupérable. Il doit alors attendre qu'un nouvel avion lui soit livré. Pressé par sa situation financière et la concurrence, Blériot et son équipe arrivent à Calais le 21 juillet. Malgré le fait que Blériot, blessé aux jambes suite à un accident durant un vol avec le Blériot 12 le 2 juillet, ne marche alors que difficilement à l'aide de béquilles. Le jeudi, Latham reçoit son nouvel appareil. Le temps presse. Mais la météo, elle, n'en a que faire. Un fort vent empêche quiconque de tenter la traversée le vendredi et le samedi. Ce n'est que le samedi soir que les conditions s'améliorent. Le règlement de la compétition imposant que le vol se déroule entre le lever et le coucher du soleil, Blériot décolle à 4h41 le 25 juillet 1909 pour ce qui deviendra l'un des vols les plus mythiques de l'histoire de l'aviation. N'ayant ni boussole ni autre instrument de navigation, il prend comme repère le contre-torpilleur qui l'escorte en direction de Douvres. Mais volant à 72 km/h à une altitude d'environ 76 mètres, il le rattrape rapidement. De plus, la visibilité se dégrade à cause de la brume, et il se retrouve pendant 10 minutes perdu au-dessus de la mer sans aucun point de repère. La côte anglaise finit heureusement par apparaître sur sa gauche, le vent l'ayant poussé à l'est de sa route prévue. Son moteur de 25 chevaux ne lui permettant d'atteindre péniblement que 150 mètres d'altitude, il doit trouver un passage entre les imposantes falaises de Douvres. Heureusement, il peut compter sur Charles Fontaine, correspondant du journal Le Matin, qui agite un drapeau français pour lui indiquer une zone d'atterrissage. Luttant contre un vent difficile, il effectue un atterrissage brutal au sommet des falaises, près du château de Douvres. Fidèle à sa réputation, il casse le train d'atterrissage et l'hélice, mais s'en sort indemne.
Le vol a duré seulement 36 minutes et 30 secondes pour une quarantaine de kilomètres. Ce n'était pas révolutionnaire sur le plan technique, mais cet exploit avait une dimension symbolique extrêmement forte qui va marquer l'imaginaire. Le premier vol maritime reliant deux pays. Il démontre les progrès fulgurants que l'aviation a réalisés en seulement quelques années. S'il y a à peine 6 ans, les frères Wright réussissaient leur premier vol sur 260 mètres, aujourd'hui un avion a traversé la mer et relié deux pays. Certains devinent déjà que l'aviation jouera un rôle important dans les transports de demain. Le journal anglais The Daily Express titre « La Grande-Bretagne n'est plus une île ». Louis Blériot reçoit un accueil triomphal à Londres et la nouvelle de son exploit se répand rapidement à travers le monde. Il devient instantanément une célébrité et inscrit à jamais son nom au panthéon des pionniers de l'aviation mondiale. Cette célébrité, aussi soudaine qu'inespérée, offre une publicité sans précédent à son avion. Fin septembre 1909, pas loin de 103 Blériot 11 avaient déjà été commandés. Après un dernier accident avec le Blériot 12 en décembre 1909, Blériot abandonna les compétitions et se concentra sur la gestion de la société Blériot Aéronautique fondée en mars 1909. Suite à son exploit au-dessus de la Manche, elle devait désormais répondre aux centaines de commandes venant des 4 coins du monde. Entre 1909 et le déclenchement de la Première Guerre mondiale en 1914, Blériot Aéronautique construisit environ 900 avions, dont la plupart étaient des variantes du modèle 11, dominant le marché de l'aviation d'avant-guerre aux côtés des voisins et Farman. De nombreuses variantes du Blériot 11 furent produites, comme des biplaces ou avec des variantes d'envergure, de longueur de fuselage et de motorisation. Des modèles pour la course, pour le tourisme ou encore pour l'armée. Louis Blériot fonda également plusieurs écoles de pilotage à partir de 1909, où un grand nombre de pilotes furent formés. En 1914, près de 1000 pilotes avaient obtenu leur licence dans les écoles Blériot, soit environ la moitié du nombre total de licences délivrées. Et, en bon homme d'affaires, la formation était offerte à ceux qui achetaient un avion Blériot. Le type 11 était naturellement très présent dans les compétitions et courses de cette époque, et de nombreux aviateurs accomplirent des exploits historiques à son bord, si bien que l'on ne peut pas tous les citer. On trouve par exemple Alfred Leblanc qui bat le record de vitesse en octobre 1910 avec 109,76 km/h, qu'il bat dès l'année suivante avec 111,8 km/h. Gustave Hamel, qui assure le premier service postal aérien régulier au monde en septembre 1911, Roland Garros, qui établit 2 records du monde d'altitude en 1912 avec 5000 mètres le 6 septembre avec un Blériot 11 adapté. Oscar Bider, qui est le premier à traverser les Pyrénées et les Alpes en 1913, et la même année Adolphe Pégout qui réalise le premier looping, inventant ainsi la voltige aérienne. Ou encore Trygve Gran, qui est le premier à traverser la mer du Nord de l'Écosse à la Norvège en juillet 1914, établissant alors le record du plus long vol au-dessus des eaux avec pas moins de 510 km parcourus en 4 heures. Mais à cette époque, piloter un avion était encore loin d'être une chose anodine et le risque était omniprésent. En janvier 1910, Léon Delagrange meurt aux commandes d'un Blériot 11 à la suite d'une rupture d'aile en vol. On estime alors que c'est dû au fait qu'il avait monté un moteur Gnome de 50 chevaux, 2 fois plus puissant que le moteur normal du Blériot 11, qui aurait alors trop sollicité la structure de l'avion. En septembre, c'est Jorge Chavez qui trouve la mort dans les mêmes circonstances alors qu'il finissait le premier vol au-dessus des Alpes. Blériot découvrit alors que les tensions auxquelles pouvaient être soumis les haubans supérieurs avaient été sous-estimées, et il renforça les longerons d'ailes, ce qui corrigea le problème. Sa réponse efficace permit que l'image de son entreprise ne pâtît pas durablement de ces accidents. Mais si en dehors des pionniers et autres aventuriers, il y a bien des gens qui s'intéressent de très près au progrès de l'aviation, ce sont bien les militaires. Les premiers Blériot 11 entrèrent en service dans l'armée française et italienne dès 1910. Dès l'année suivante, certains furent utilisés par l'Italie en Afrique du Nord, ce qui en fait la première utilisation d'avions dans une guerre. C'est le capitaine Carlo Piazza, de l'armée royale italienne, qui effectua fin octobre 1911, pendant la guerre italo-turque, la première opération aérienne en temps de guerre au monde, avec le premier vol de reconnaissance aérienne.
L'armée britannique reçut ses premiers Blériot 11 en 1912 et au total, pas moins de 24 pays aux 4 coins du monde utilisèrent des variantes militaires du Blériot 11. Mais suite à divers accidents, il y eut des craintes sur la sécurité des monoplans en France et au Royaume-Uni. Le gouvernement français interdit de vol tous les monoplans de l'armée française à partir de février 1912 suite à des accidents de Blériot, dont ceux que nous évoquions un peu plus tôt. L'interdiction fut levée dès le mois de mai après que des essais eurent confirmé que Blériot avait corrigé le problème. Au début de la Première Guerre mondiale, 8 escadrons français, 6 britanniques et 6 italiens utilisaient diverses versions militaires du Blériot 11, pour des missions d'observation et d'entraînement, mais également comme bombardier léger en emportant jusqu'à 25 kg de bombes. Blériot Aéronautique continua à concevoir et à produire des avions militaires et civils jusqu'à sa nationalisation en 1937, date à laquelle elle fut absorbée par la Société nationale des constructions aéronautiques du Sud-Ouest. Blériot resta très actif dans le monde de l'aviation jusqu'à sa mort soudaine le 1er août 1936 des suites d'une crise cardiaque. Après des funérailles militaires aux Invalides, il fut enterré au cimetière des Gonards à Versailles. Le Blériot 11 qu'il a utilisé pour son vol historique et qui ne vola plus jamais après est toujours visible aujourd'hui au Musée des Arts et Métiers à Paris. Un Blériot 11 de 1909 de la Shuttleworth Collection en Angleterre est le plus vieil avion en état de vol au monde. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poursuivre votre visite avec nos autres vidéos sur le même thème. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner.